Manager la qualité de vie au travail, droits, devoirs et posture. Je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui par une digne représentante de notre partenaire, le cabinet Fidal, Nadia Amida. Bonjour Nadia. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. En tout cas, je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur nos webconférences mensuelles. Et ce que je souhaitais vous dire également, c'est que vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat qui est situé à la gauche de votre écran. Donc, vous voyez une petite indication « Type here ». Voilà, et donc l'idée, c'est que vous puissiez nous poser l'ensemble des questions qui vous viennent à l'esprit et on tentera d'y répondre à la fin de cette webconférence. Donc, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de dire, la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui est au cœur de vos préoccupations. Peut-être c'est intéressant, Nadia, de revenir sur quelques éléments de définition. Alors, la qualité de vie au travail, on en parle beaucoup, mais c'est intéressant de savoir ce qu'on met derrière. En tout cas, on va se poser la question de savoir ce que l'Organisation mondiale de la santé y met derrière. Alors, en 1994, ils ont défini la qualité de vie au travail comme un large champ d'action, alors à la fois personnel, interpersonnel, sur la santé physique, l'état psychologique, l'état d'indépendance d'une personne, sa capacité à avoir des relations sociales, à maîtriser ce qui se passe dans son environnement, dans son écosystème. Donc, on voit que ce sont quand même des notions assez impalpables, hein, pas forcément facile pour les entreprises de mettre en place des politiques qualité de vie au travail, dans le sens où la perception de l'individu reste quand même un élément fondamental. Alors, on peut peut-être s'appuyer quand même au niveau des Français sur une enquête qui a été faite par TNS Sopres récemment, ainsi que l'ANACT. Et pour les Français, il semble que quand même ce soit les facteurs relationnels de reconnaissance, de respect, les éléments de motivation au travail qui peuvent être intrinsèques mais qui peuvent être également liés au relationnel, qui passent finalement avant des notions de conditions de travail plus physiques ou d'ergonomie, notamment des postes de travail. Donc, voilà quelque chose de pas simple puisque la relation, elle dépend de plusieurs personnes et c'est aussi ce que la loi notamment a souhaité tenter de couvrir l'ensemble des champs, que ce soit physiques, mentales ou sociaux autour de la. D'ailleurs, la définition de l'OMS de la santé au travail est très proche de celle de la qualité de vie au travail. On peut utiliser finalement les deux vocables. Hein. Je ne sais pas quel est le vocable le plus utilisé dans les métiers juridiques. Hein. Alors, on est plus sur la qualité de vie au travail, mais j'y reviendrai parce que le législateur nous impose comme un thème de négociation. Oui, tout à fait, au niveau de la loi. Très bien. Donc, comment ça fonctionne? Alors, l'idée, finalement, on a souhaité essayer de formaliser un petit peu ce mode de fonctionnement qui est très variable en fonction des individus. Ce que vous voyez inscrit sur ce schéma, exigences émotionnelles, conflits de valeurs, insécurité socio-économique, autonomie, marge de manœuvre, relations de travail et exigences de travail, ce sont finalement les facteurs de risque psychosociaux qui ont été définis par le rapport Golac. Et finalement, comment ça fonctionne? Tout simplement, ces facteurs risquent de étirer les bulles et finalement réduire la zone de bien-être optimale. Ah, on nous dit que le son est coupé par moment. Je vous prie de nous en excuser. J'espère que néanmoins, ceci ne vous empêche pas trop de bien suivre notre webconférence. Donc, ces facteurs de risque psychosociaux étirent les sphères finalement et réduisent la zone de bien-être optimal. Alors, le facteur individuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié est finalement un acteur majeur, le premier acteur de sa propre santé au travail. Je donne un exemple. J'ai une entreprise qui a une vraie politique de qualité de vie au travail, un manager qui donne l'espace à la parole, eh bien, le salarié peut choisir d'exercer son droit à la parole, d'exprimer ses émotions ou de ne pas les exprimer.
De même, une entreprise met à sa disposition des salles zen, des cours de sophrologie ou de méditation. Il peut choisir d'y aller ou de ne pas y aller. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, on le verra, pour un manager, un manager peut souvent avoir le sentiment que beaucoup de choses reposent sur ses épaules et c'est vraiment important qu'il comprenne que le salarié est avant tout le premier acteur de sa santé au travail. Par contre, le manager, lui, c'est le premier acteur de la prévention. Pourquoi? Sur l'ensemble des sphères. Il peut relayer la politique QVT de l'entreprise. Il peut faire en sorte que, notamment, la charge de travail soit étudiée et réduire, je dirais, les différences entre la charge perçue, la charge réelle et la charge prescrite. Et bien sûr, il peut agir sur tout ce qui est relation au travail. Donc, c'est finalement l'action conjointe sur l'ensemble des facteurs, donc pour permettre aux salariés de faire face aux exigences émotionnelles de son travail, une véritable politique de l'entreprise qui est communiquée, un accompagnement des managers et aussi un accompagnement de tous les organismes transverses ou les personnes transverses qui vont aider à traiter le sujet des exigences de travail. Je pense au RH, je pense bien sûr à l'ex-CHSCT, aujourd'hui CSE, aux ergonomes, l'ensemble de ces personnes-là qui peuvent agir sur le facteur métier. Et justement, la loi prévoit de mettre l'ensemble de ces acteurs au cœur de leur capacité d'action et de leur responsabilité, et pas uniquement le manager. Alors, pourquoi la qualité de vie au travail est un sujet au cœur des préoccupations des entreprises? Et avant de passer la parole à Nadia, je voudrais juste vous rappeler que le dernier baromètre Mozart Consulting et Apicil nous dit que le coût de la qualité de vie au travail est à peu près de 12 600 € par salarié et par an. Le coût de la mauvaise qualité de vie au travail, 12 600 € par salarié et par an, alors que ils estiment que 80% de ce coût peut être réduit à partir du moment où l'entreprise a une vraie politique de qualité de vie au travail. Donc, c'est un vrai sujet qui préoccupe chacune des entreprises. Effectivement, je rejoins Caroline sur cette version et sur cette vision propre à la qualité de vie au travail. Ce n'est pas anodin si aujourd'hui, on a eu plusieurs textes qui ont poussé justement à faire travailler les entreprises sur la qualité de vie au travail. Si on recadre un petit peu, si on remet ces éléments-là dans leur contexte, on se rend compte que les entreprises ont beaucoup été poussées à travailler sur les risques psychosociaux, sur la pénibilité, etc. Et au final, en avançant sur ces éléments-là, on s'est rendu compte qu'il allait peut-être mieux travailler sur la qualité de vie au travail, regrouper un certain nombre de thèmes, de thématiques sous couvert de cette notion. Pour recadrer un petit peu les choses, dans son contexte, la qualité de vie au travail est arrivée par l'ANI du 19 juin 2013. Il faut savoir que l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 a été précédé par 9 mois de négociations, d'échanges, par de nombreux rapports sur ce qui était maladie socio-professionnelle, sur le burn-out, le harcèlement, etc. Et donc, de là, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord et cet accord visait donc à rajouter un thème de négociation, donc sous couvert de la qualité de vie au travail et avec pour idée primordiale d'en faire un levier de performance économique. Donc, vous avez aujourd'hui des entreprises qui, donc, à partir de 2013, ont commencé à travailler dessus, mais là où ça a été encore plus formel, c'est par la loi Rebsamen, donc du 17 août 2015, qui a fait de la qualité de vie au travail une obligation de négociation par chaque entreprise annuelle. Donc aujourd'hui, avec les ordonnances Macron, il est possible de regrouper ces thématiques-là sous des négociations plus espacées, mais à condition d'avoir un accord majoritaire dans l'entreprise et donc à condition d'être d'accord avec vos partenaires sociaux. Il faut savoir que donc, la qualité de vie au travail a été conçue
comme un engagement de tous sur toute une série de thématiques. Vous avez notamment l'égalité, l'organisation du travail, le contenu du travail. Et ça, c'est à chaque entreprise de travailler dessus en fonction des diagnostics qu'ils feront. Donc, Caroline reviendra dessus, mais sur les diagnostics qu'on doit faire en amont. C'est vraiment propre à chaque entreprise. La qualité de vie au travail, c'est chacun qui doit travailler de manière personnelle dans son entreprise avec ses partenaires, donc différents partenaires, pour justement arriver à travailler sur les problématiques internes et pas avoir des mesures générales qui s'adapteront à chaque entreprise. On reviendra dessus par la suite. Et les rédacteurs de la NIS, c'est intéressant, c'est la deuxième phrase que vous voyez apparaître en bas. Quand même mettre un accent sur la notion de parole, la possibilité que chaque salarié, à titre collectif, mais aussi à titre individuel, puisse pouvoir s'exprimer sur son travail. Et finalement, c'est quelque chose qui va lui permettre de travailler sur les notions relationnelles, mais aussi sur les manques, les perceptions qui sont les siennes. Et cette notion de parole, Yves Clos du CNAM parle de dispute professionnelle, donc ça va assez loin, hein, mais l'idée de dire finalement, cette parole, elle est extrêmement importante, il faut qu'elle ait lieu, il faut qu'elle sorte, et c'est le premier pas sur le sentiment de qualité de vie au travail. Tout ce qui peut être organisé pour que le salarié soit vraiment acteur de son travail réel est extrêmement important autour de cette notion de qualité de vie au travail. Alors, quel est le panorama des droits et devoirs des managers et aussi des dirigeants? Vous voyez, comme je vous le disais, la loi prend en compte vraiment ce que doit faire chacun des acteurs, et je laisse la parole à Nadia. Alors, en effet, le constat aujourd'hui, c'est de se dire que chaque entreprise a une obligation de sécurité. La notion de sécurité est dite de résultat. C'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui dans le jargon de tout le monde, aussi bien des collaborateurs que des juges ou de vos conseils ou des RH. Parce qu'en fait, on a aujourd'hui le législateur qui vous impose à chacun cette obligation de sécurité vis-à-vis de vos collaborateurs. Et cette obligation a été approfondie, a été vraiment fortement sanctionnée par les tribunaux qui aujourd'hui ne laissent finalement aucune marge de manœuvre à l'entreprise, sauf à ce qu'elle agisse en amont et donc qu'elle mette tous les outils en œuvre pour justement arriver à de la prévention maximale pour éviter tout risque. Et aujourd'hui, dans tous les cas, quel que soit l'accident qui se produit, il appartiendra à l'employeur, à ses collaborateurs, d'apporter la preuve que tout a été mis en place en amont pour justement éviter les risques. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il appartient à chaque entreprise d'agir sous quatre process, on dira 4 phases. Tout d'abord, il appartient à l'entreprise d'évaluer les risques. Donc, pour ça, elle a le document unique, elle a un certain nombre d'éléments pour travailler dessus. Ensuite, elle doit prévenir les risques. Donc, elle doit aussi agir dessus, négocier bien entendu et communiquer, partager l'information auprès de tous pour dire effectivement qu'elle a agi, qu'il y a des moyens, des outils dans l'entreprise qui existent. Et c'est là-dessus que la qualité de vie au travail va arriver, va impacter justement tous les outils de l'employeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on attend d'une entreprise, non pas simplement qu'elle agisse sur les risques psychosociaux, mais au-delà de simplement faire de la prévention, il faut qu'elle instaure tout un système de bien-être au travail, de santé, qu'elle instaure un sentiment réel d'équité, de cohésion. On attend du coup d'elle tous ces éléments-là via une adaptation des collaborateurs au changement, les développements professionnels. Dessus, je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'obligations qui pèsent sur l'employeur pour justement toujours former ses collaborateurs. Il y a la notion d'employabilité qui existe et qui est réellement sanctionnée aujourd'hui par les tribunaux. Donc dessus, on reste encore une fois dans la thématique de la qualité de vie au travail. Et pour cela, vous avez un certain nombre d'outils. Il faut mobiliser toute une équipe, il faut mobiliser toute l'entreprise. Je rejoins ce que disait Caroline tout à l'heure. Ça coûte aussi bien aux collaborateurs de s'impliquer, donc à vous, entreprise, de les amener à s'impliquer, mais ça vient aussi des managers, ça vient de la hiérarchie, ça vient au final de tous les acteurs de l'entreprise. Donc voilà sur vos devoirs. Bien entendu,
on garde en tête qu'il y a devoirs et il y a les droits qui vont avec. Tout à fait. Donc, les droits, il y en a et on va y revenir. Je voulais juste faire un petit focus sur l'obligation de prévention et l'obligation de prévention notamment des risques psychosociaux qui est à 3 niveaux. Donc, la prévention primaire en amont des réorganisations des projets, les fameuses études d'impact sur le capital humain pour adapter au mieux les organisations et ce qui va se passer avant même que les risques n'interviennent. La prévention secondaire qui, c'est vrai, est en premier lieu l'affaire du manager de proximité. Et finalement, c'est ni plus ni moins que manager. Ce n'est pas un travail en plus, hein, souvent, notamment du fait des salariés qui reviennent beaucoup vers leur manager avec les contrats sociaux, les engagements des entreprises. Les managers peuvent avoir le sentiment qu'ils n'ont plus le droit de manager. Et on va y revenir, hein, les managers ont des droits, ils ont des droits de manager. C'est juste que finalement, si je manage de façon avec lien et avec exigence, je préviens combien de pourcents des risques finalement? Une quantité. Vraiment une quantité. On se rend compte vraiment du travail lorsqu'il est fait en amont. On voit la disparité dans le fonctionnement d'une entreprise. On le voit, on le ressent nous d'abord sur les conséquences. Lorsqu'on voit des conséquences, on analyse très vite la situation, on voit quand il y a beaucoup d'accidents ou par rapport au comportement des collaborateurs, si on a un bon management, si on a des outils en interne, si on a de l'engagement des collaborateurs. Et tout ça, c'est en amont qu'on prépare tout ça. Oui, donc finalement, en ce qui concerne le manager, il faut juste qu'il manage, comme il l'a appris en formation management. Il n'y a pas un devoir supplémentaire lié à la qualité de vie au travail ou au RPS. Cela dit, j'ai envie de dire, c'est pas toujours simple et c'est un vrai travail, effectivement, de valoriser et de former les managers autour de cette fonction de management. Bien évidemment, repérer les signaux, les potentiels risques, mais aussi tout simplement donner l'espace à la parole, avoir des attitudes d'empathie et en même temps savoir être clair, net. C'est aussi un signe de reconnaissance que d'avoir un certain courage managérial. Et tout ça, ça participe du bien-être et de la qualité de vie au travail. Ça participe du respect. C'est-à-dire, il n'y a pas uniquement le lien, il y a aussi cette notion d'exigence. Et les managers ont tout à fait le droit d'exercer cette exigence. Et donc, on arrive au fameux droit de l'employeur et de ses managers. Évidemment, depuis le début de cette webconférence, on parle beaucoup des devoirs de l'entreprise. Mais l'entreprise, via ses devoirs, elle a des droits. Et les droits de l'entreprise, les droits de l'employeur, les droits qu'il va déléguer à ses managers et à toute forme de direction, c'est tout d'abord le droit de faire respecter le règlement intérieur. Les règles générales de l'entreprise, les règles de cohésion, de protection de la santé de l'entreprise sont dans le règlement intérieur. De même, l'obligation, les droits et les devoirs de faire respecter un contrat de travail, le droit d'exercer son pouvoir de direction. On ne va pas dire à un manager d'arriver dans les extrêmes, exactement ce que disait Caroline, mais le fait de manager une équipe signifie aussi le droit et le devoir de faire respecter les règles internes pour justement éviter des nuisances dans l'entreprise, d'éviter des comportements déviants, des débordements de collaborateurs et de créer une cohésion via des règles qui existent dans l'entreprise sous différentes formes et notamment sous celle la plus simple, c'est celle du pouvoir de direction qui n'est pas écrite, mais qui consiste simplement à faire respecter chacun dans l'entreprise, chaque place des collaborateurs dans l'entreprise et de créer justement un engagement et une reconnaissance par les collaborateurs de ce qu'ils font et de leur place au sein des collaborateurs. C'est vrai que c'est pas toujours simple pour les managers d'exercer ce pouvoir de direction et c'est aussi pour ça que nous avons créé des accompagnements co-brandés entre FIDAL et Aptitude, puisque
se pose toujours la question avec le sujet de l'évolution des modes de management, des modes de travail, du travail collaboratif, du travail agile, finalement de où est-ce que je place et comment je place mon exigence. Et ça, couplé à des salariés qui parfois revendiquent énormément de droits, parfois complètement légitimes et parfois aussi liés à parfois une méconnaissance qu'ils peuvent avoir de leurs propres droits et de ceux de leur employeur, là, ce n'est pas forcément toujours simple pour les managers d'exercer ce pouvoir de direction. Alors, quelles sont les grandes tendances d'action au sein des entreprises françaises aujourd'hui quand on parle de QVT? Alors, effectivement, que lorsqu'on parle de QVT, on se pose la question de mais que mettons dans ce fameux accord? Comment on gère en interne la négociation sur la qualité de vie au travail? Parce qu'au final, on a l'impression, on entend un peu tout et n'importe quoi sur on doit mettre en place telle mesure, etc. Non. Aujourd'hui, la loi, effectivement, vous impose de prévoir, dans le cadre de la qualité de vie au travail, des mesures sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, également des mesures concernant le droit à déconnexion des salariés. Cette mesure est arrivée au final en août 2016, dans le cadre de la loi travail, dite El Khomri, où justement on a poussé les entreprises à négocier sur un droit à déconnexion. Je reviens juste dessus, ce n'est pas une obligation de déconnecter vos collaborateurs, mais bel et bien un droit à déconnexion qui doit, en fonction de chaque entreprise, en fonction de chaque organisation, pouvoir aussi respecter le fonctionnement de l'entreprise, mais avec une conciliation avec la vie privée, la vie personnelle du collaborateur, les temps de repos aussi qui sont importants. Et cette mesure, au final, elle n'est pas arrivée pour rien dans l'obligation de négocier des entreprises, elle est arrivée sur le point de vue, sur la statistique des cas de burn-out et des pressions de stress des collaborateurs. Donc au final, c'est une mesure principale, mais c'est une des mesures en attendant, mais on n'est pas dans l'obligation de déconnecter. Juste prévoir un droit à déconnexion. Après, soit on donne la possibilité à chaque collaborateur de s'auto-gérer, soit si on n'y parvient pas, on peut prévoir des plages horaires où on déconnecte les collaborateurs pour justement leur retirer toute forme de pression sur le travail qu'ils ont à réaliser. Et ça permet aussi de comprendre la charge de travail de chacun. Et ça, c'est un travail qui doit également être fait en amont. C'est une disposition qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Vous avez également d'autres mesures qui sont prévues donc, dans le cadre de l'accord qualité de vie au travail. J'en ai parlé, il s'agit également de l'égalité professionnelle. L'égalité professionnelle a toujours été un sujet phare au sein vraiment des préoccupations du législateur et des législateurs successifs qu'on a eus, des gouvernements qu'on a eus différents, puisqu'on a vraiment une problématique en interne sur l'égalité professionnelle. On a vu qu'on devait le mettre en place dans un certain nombre d'accords. Là, aujourd'hui, on peut le réserver à l'accord qualité de vie au travail. Vous avez également des mesures du type prévention des agissements sexistes et harcèlement sexuel. Là aussi, on est sur vraiment des problématiques qui alertent de plus en plus les autorités et les juridictions, en sachant que je tiens également à vous recadrer des petites choses. Faites attention puisque les ordonnances Macron ont prévu un nouveau barème, une barémisation des indemnités prud'homales et en tout cas contentieuses, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des cas où ce barème ne va pas s'appliquer, notamment sur les cas de harcèlement, discrimination, etc. Donc, vaut mieux prévenir plutôt que après d'essuyer les plâtres sur des condamnations éventuelles. Le télétravail est aussi une mesure phare qui est intervenue à l'issue donc qui a été beaucoup mis en avant dans le cadre des ordonnances Macron, en sachant que la loi de ratification de mars 2018 a justement encore allégé l'accès au télétravail, l'accès qu'il s'agisse d'un accès accessoire ou régulier, avec finalement des impératifs pour les entreprises qui sont moindres par rapport à ce qui était prévu avant. Donc, on essaye d'ouvrir le télétravail un maximum aux collaborateurs dès lors que c'est possible. Et enfin, vous avez le travail en coopération autour de sujets de la charge de travail, donc entre le manager, le RH et salarié. Et vous avez aussi toute une série de mesures qui, aujourd'hui, on le voit, donc,
qui sont des mesures qui ont été mises en place chez des clients fidèles, qui changent en fonction de chaque entreprise. Je vous le disais, il n'y a pas d'outils miracles, il y a simplement des outils adaptés à chaque entreprise et vous avez vraiment un grand nombre d'outils sur lesquels vous pouvez mettre en place dans le cadre de la qualité de vie au travail. Vous avez des commissions internes, vous avez des événements, vous pouvez faire sur la qualité de vie au travail avec justement la participation de vos collaborateurs. Le rôle des managers aussi, le rôle des managers, il est primordial. Vous ne pourrez jamais échapper à la mise en place de formations pour vos collaborateurs, pour vos managers, justement sur la sensibilisation de leur rôle, sur le rôle social du manager, des passports to management, etc. Tout ça, c'est vraiment les mesures phares de la qualité de vie au travail que vous retrouverez facilement et surtout sur lesquelles vous pourrez vous travailler pour les mettre en place au sein de vos effectifs. Ça tombe bien puisque Amplitude et Fidèle sont en capacité de vous accompagner sur la mise en place de l'ensemble de ces fonctions. Voilà, autre sujet d'action, je dirais, qui aujourd'hui préoccupe particulièrement les entreprises. Comme on a vu que mettre en place une politique qualité de vie au travail n'était pas si simple, ce qui est important, c'est d'avoir une notion d'amélioration continue, pas vouloir tout révolutionner du jour au lendemain, mais bien agir sur l'ensemble des sphères, donc aussi bien les acteurs de la prévention, santé, sécurité, l'ex-CHSCT, les RH, que les managers, que les salariés, que la direction au niveau de la politique, et puis régulièrement évaluer avec des diagnostics, des bilans, et retravailler de nouvelles actions. Voilà, donc vraiment un processus par itération, et c'est vraiment ce que l'on vous conseille aujourd'hui. Donc, la sensibilisation et la formation de l'ensemble des acteurs, nous y reviendrons. Et puis, tout ce qui participe de l'échange de bonnes pratiques, du co-développement, retravailler les référentiels de leadership au sein des entreprises également. Alors, finalement, il nous reste peu de temps et on en arrive aux deux conseils qu'aujourd'hui on souhaite vous donner pour mettre en place, je dirais, un accompagnement des managers qui ne soit pas culpabilisant, mais qui soit de l'ordre de la responsabilité. Alors, premier conseil, il faut mettre en place des réseaux de soutien, pas uniquement pour le salarié, mais également pour le manager. Le manager, c'est pas tout qu'il aille en formation. Il y a des moments où il a besoin d'être écouté, d'être conseillé, qu'on lui fasse aussi un petit peu permettre de redescendre la pression, permettre de prendre du recul. Pour ça, on vous conseille vraiment vivement de mettre en place des cellules d'accompagnement et de conseil à destination des managers. C'est vraiment important. Bien évidemment, il peut travailler avec son propre manager, et c'est avant tout ce qu'il est amené à faire, ses collègues aussi. Et puis le salarié, effectivement, de plus en plus d'entreprises, au-delà du diagnostic des RPS, permettent aux salariés de bénéficier de cellules d'écoute psychologique, notamment, mais aussi, bien évidemment, nous, on va intervenir, on peut intervenir sur cette cellule d'écoute psychologique, mais également sur son envie d'échanger, de partager, de s'ouvrir à son manager, puisqu'on l'a vu, hein, la parole était quelque chose d'extrêmement important. Mais il peut aussi s'appuyer sur les institutions représentatives du personnel. Deuxième conseil qu'on souhaite vous donner, il faut pouvoir accompagner donc par des processus itératifs, hein, mais l'ensemble des acteurs et pas uniquement le manager. On l'a déjà évoqué. Vous n'êtes pas obligé de mettre en place de lourdes formations. Ça peut être, Nadia vous en a parlé, pour les salariés, des journées événementielles, pour les managers, des groupes d'échange, et en même temps une formation, là on va évoquer avec vous des formations co-brandées et co-animées entre Amplitude et Fidèle à destination de managers qui durent une journée, hein, et qui vont très bien leur permettre de travailler sur leur vécu, sur ce qui se passe pour eux. Bien évidemment, il faut accompagner aussi les RH, les personnes qui s'occupent de l'organisation du travail, et aussi mettre en place une politique QVT, évaluée avec une direction qui est consciente des enjeux et de son propre intérêt à travailler sur ce sujet.
Alors, le co-branding Amplitude FIDAL, eh ben, finalement, ça vous permet de bénéficier d'experts qui peuvent s'adresser à l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs santé-sécurité au travail, de mettre en place des parcours blended rapides, puisqu'on peut s'appuyer sur la très forte base de e-learning juridique de FIDAL, et puis de mettre en place ce qu'on a mis en place et qu'on va partager avec vous, pas plus tard qu'à la prochaine slide, des formations co-animées. Alors, l'idée, c'est, durant ces présentiels, les managers, ils ne font quasiment que du jeu de rôle sur leur situation, leur cas, et ils bénéficient du débriefing de 2 personnes. L'avocat FIDAL, l'avocat formateur, qui va essentiellement déconstruire un peu les idées préconçues et les rassurer en leur disant « mais oui, tu as le droit de manager ». Alors, il faut le faire d'une certaine façon, mais tu as le droit de dire ça, tu as le droit de manager. Bien évidemment, ça va faciliter le sentiment de qualité de vie au travail également de ton salarié. Consultant Amplitude qui, lui, va travailler sur les techniques, la posture, l'écoute, l'empathie, l'assertivité et l'ensemble de ces éléments-là. Donc, finalement, on fait 2 en 1 et les managers apprécient énormément. On peut le faire aussi au niveau des cellules d'accompagnement RH, puisque c'est ce que nous avons fait notamment dans le secteur de l'assurance, où nous avons accompagné la mise en œuvre de cette cellule RH à destination des managers, également à destination des salariés. Et nous avons formé la cellule RH en co-branding et en co-animation, Nadia et moi-même d'ailleurs. Et puis on a derrière formé l'ensemble de la sphère de la ligne managériale. Sur la distribution spécialisée, là, c'est les élus qui ont fait appel à nous pour dire aidez-nous à démêler le faux du vrai, à avoir une vraie posture professionnelle lorsque nous sommes sollicités. Voilà, pas faire n'importe quoi et savoir de quoi on parle. De nouveau, on a fait une co-animation. Et puis dans le secteur du luxe, Nadia, effectivement, dans le secteur du luxe, aussi à destination des directeurs et des managers, qui souvent étaient très bien formés d'un point de vue technique, mais sur le côté managérial, ils sentaient un manque. Et donc là, effectivement, la co-animation sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on le fait, etc. Et en donnant bien sûr tous les outils et surtout en répondant sur le moment à toutes leurs problématiques qui ne sont pas forcément remontées au niveau RH, donc ils sont très souvent inconnus dans les entreprises, sur lesquels on peut travailler par la suite, mais sur lesquels déjà on donne des réponses, on donne des outils sur ce qu'ils ont vraiment le droit de faire, pas faire et comment ils doivent le faire. Le temps nous est compté, nous l'avons même dépassé. Donc, je dois vous remercier pour votre participation. Nous avons quelques questions sur le chat. Donc, pour ceux qui veulent bien rester avec nous, nous allons y répondre. Une première que j'ai vue passer sur une formation PRAP. Est-ce que la formation PRAP répond à la prévention liée aux devoirs de l'employeur? Est-ce que tu connais cette formation? Donc, en prévention des risques, voilà, est-ce que la personne peut nous en dire un petit peu plus? Recommandez-vous en amont une enquête d'engagement? Si oui, avec quel acteur français? Si possible, quel partenaire recommandez-vous? Alors, oui, une enquête d'engagement et une enquête de climat social et une enquête QVT. Et le partenaire que nous vous recommandons est Amplitude. Voilà. Prévention des risques liés à l'activité physique. Ah, voilà. PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Formation action sur le risque physique. Donc là, je vais vous donner un premier niveau de réponse et je donnerai la parole à Nadia. Pour moi, non, ça ne suffit pas à répondre aux obligations de l'employeur, puisque la loi prévoit donc de prévenir l'ensemble des risques, donc y compris les risques psychosociaux, les risques liés au harcèlement. Je rejoins exactement ce que Caroline vient de vous dire sur l'obligation, effectivement, en amont de faire une enquête. Elle doit viser
tous les risques qui existent dans l'entreprise. Et justement, je pense qu'on a passé un petit peu le stade des risques simplement physiques. Et là, on attend justement de prévenir toutes les situations de burn-out, de stress au travail, en fait, tout ce qui va générer des maladies qu'on ne pourra pas traiter par des soins directs, etc. et sur lesquels on risque finalement de perdre le collaborateur au sein de l'entreprise parce qu'on n'aura pas justement prévenu sur la charge de travail, ce n'est pas simplement une identification des risques des postes physiques, mais justement de ce qu'on ne peut pas palper, entre guillemets, ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais que tout à chacun, sur lesquels tout à chacun peut jouer justement un rôle. Alors, juste, je voudrais quand même repréciser que la formation en elle-même ne suffit pas à répondre aux obligations de l'employeur. Hein. Ce n'est pas uniquement la formation. Et cette formation, elle doit déjà s'adresser à l'ensemble des acteurs, pas uniquement aux managers, donc pas uniquement sur les risques physiques. Et puis, l'employeur se doit d'être accompagné par des entreprises comme Amplitude et Fidal et par d'autres entreprises également pour mettre en place une véritable politique de prévention des risques avec une évaluation des risques. Donc voilà, ça va au-delà de l'action de formation, même si bien évidemment, elle est fondamentale. J'avais une dernière question. Vous pouvez donc réaliser une enquête via la plateforme e-learning de Fidal. Alors non, en fait, nous pouvons la réaliser au travers de véritables enquêtes à la fois online et à la fois physique. Mais ça n'a rien à voir avec du e-learning. Le correspond à la formation. L'enquête, ça va être sur un véritable questionnaire de plus de 100 questions, travailler avec des psychologues et ça doit être souvent ce type d'enquête présenté au CSE, validé par les partenaires sociaux, mais on peut parfaitement vous accompagner sur cette partie-là également. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et à très bientôt pour nos prochaines webconférences. Merci, au revoir.